les politiques éducatives pour la petite enfance font l'objet de beaucoup moins de travaux de recherche que ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs des politiques éducatives, pour les politiques scolaires notamment, ou même pour les politiques en matière d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on accueille Christian Morabito pour essayer de comprendre pourquoi, et puis surtout de comprendre cette notion de politique pour la petite enfance ou en faveur de l'éducation de la petite enfance. Alors bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, quelques mots peut-être pour te présenter. Tu es chercheur, tu es italien, tu es maintenant belge, tu as fait ta thèse à l'université de Gand avec Michel Van den Broek sur un sujet qui est justement le cœur de nos préoccupations. Et tu travailles, alors c'est aussi particulier, la plupart des gens que nous avons reçus jusqu'ici dans les cafés ont un poste d'employé, un poste de chercheur à l'université. Toi, tu as fait le choix d'être expert indépendant et tu as travaillé grâce à ça ou à cause de ça, je ne sais pas, pour différents organismes, comme pour la Commission européenne, Save the Children, l'OCDE. Donc tu as vraiment une large palette, je pense qu'on peut dire ça. Alors pourquoi finalement cette politique de l'éducation pour la petite enfance, je vais dire ça comme ça, tu me corrigeras peut-être, pourquoi est-ce que c'est relativement nouveau ou peu investigué dans le monde francophone? Merci d'abord pour l'invitation. Euh, En fait, ces genres de politiques sont un peu négligés un peu partout. Tu trouves parfois des endroits qui peuvent être une ville ou une région, un pays Comme en qui Italie, par s'investit, exemple. comme en Italie. Ouais. Ouais, en Italie, il y a une ville en particulier qui Ouais. s'appelle Reggio Emilia, qui est un exemple au niveau mondial sur ce genre de politique. Mais on a Gand aussi, Ouais. dans les Flandres, qui ont développé cette politique. C'est difficile à donner une raison. Il y a des facteurs historiques, des facteurs politiques, des facteurs culturels. C'est vrai que les endroits qui ont développé plus ce genre de politiques sont endroits où il y a une forte tradition de participation citoyenne, surtout des femmes, etc., qui ont été les premières à demander ce genre de services. Le constat qu'on peut faire, c'est que dans la partie francophone, ces services sont moins développés en quantité et en qualité par rapport à la partie néerlandophone, et que, en fait, ils ne sont pas encore considérés comme des services éducatifs. Ça veut dire le premier pas. C'est pour du ça que tu n'aimes parcours pas quand on éducatif. parle de lieu d'accueil, par exemple. Non, du tout, parce que parler d'un milieu d'accueil donne déjà l'idée de ce qu'on pense de ces lieux. Et en général, ces services ont été faits pour favoriser les parents qui doivent travailler et surtout les femmes. Il y a un contre, bien sûr, mais ça a été développé un peu comme l'idée d'avoir un parking babysitting. On fait du babysitting pour les enfants en attendant que les parents travaillent, ils retournent à la maison et les ramènent. Et pas forcément comme un lieu éducatif où se situe vraiment le début du parcours éducatif de l'enfant. Ce qui fait qu'on a parfois des paradoxes. Tu vas nous dire combien cette approche de la petite enfance est importante pour diminuer les inégalités, par exemple. Mais le paradoxe, c'est un peu l'inverse du piège à l'emploi. Ceux qui n'ont pas d'emploi, alors ne bénéficient pas du service. On va souvent considérer que le service va de pair avec avoir un emploi. Et finalement, on aggrave les inégalités. Ceux qui n'ont pas d'emploi sont aussi ceux que des enfants qui ne sont pas pris en charge dans un environnement riche, pensé comme milieu éducatif. Exactement. Ça fait maintenant plus que 20 ans qu'on a des recherches, par exemple dans les neurosciences, mais aussi au niveau les sciences d'éducation, en regardant le résultat PISA, qui nous dit que la période entre 0 et 6 ans, avant l'entrée à l'école primaire, est une période extrêmement importante pour le développement des capacités éducatives. On sait avec les neurosciences que le cerveau en ce moment est extrêmement développé, tout ce qui est langage, mais aussi facultés cognitives, mais aussi les non-cognitifs qui sont très importants comme compétences du XXIe siècle, adaptation, capacité de gérer les situations complexes, etc. Même aussi le développement physique. Ce moment, entre 0 et 6 ans, est clé pour la formation de cette capacité, mais aussi clairement la formation des inégalités, parce qu'on sait que pas seulement la génétique, qui a bien sûr un rôle, mais le rôle plus important dans les différences dans la formation de ces capacités dans ce jeune âge, c'est le milieu dans lequel l'enfant naît et grandit. Bien sûr, un milieu défavorisé fait qu'un enfant a acquis moins de capacités
dans cette période clé, tout ce qu'on a dit, cognitive, langage, etc. Et ça, c'est le petit fossé qui commence à se creuser déjà à cet âge-là, et puis il continue pendant tout le reste du parcours éducatif. Alors, le problème, c'est quoi? Que justement, comme tu as remarqué, on sait qu'un milieu d'accueil, on les appelle comme ça parce qu'on sait qu'est-ce que c'est, de qualité. Qualité, ça veut dire axé sur l'éducation de l'enfant, peut faire la différence et refermer cette croisée qui commence à se créer. Mais les services qu'on a aujourd'hui, soit ne sont pas de qualité, ou s'ils sont de qualité, ou de toute façon, s'ils sont disponibles, les enfants plus défavorisés, justement, ne rentrent pas pour les raisons que tu m'as dit, et aussi pour le fait qu'il y a des coûts et les familles n'arrivent pas et ils ne sont pas distribués au niveau territorial, etc. C'est ce que tu montres notamment à Bruxelles, hein, où les communes les plus riches, on va dire ça comme ça, qui donc sont riches parce qu'elles ont une population plus favorisée, sont aussi celles qui vont offrir un service beaucoup plus large et sans doute aussi de meilleure qualité que d'autres endroits où finalement, comme c'est une compétence parfois extrêmement locale, on n'a pas les moyens et les parents eux-mêmes, en coût privé, ne peuvent pas supporter non plus. Oui, exactement. En fait, on ne considère pas encore cette politique comme une politique éducative. On ne la considère pas alors comme l'école, l'éducation des bases, obligatoire. Oui. Bien sûr, ça ne peut pas être obligatoire, mais une chose, c'est la considérer obligatoire. L'autre chose, c'est quand même la considérer un droit à garantir universellement à tous qui font demande. Bien sûr, il n'y a pas alors des financements conséquents. Et en vue que les communes en particulier sont ceux qui gèrent ces services et ils payent les coûts de ces services avec les familles qui payent en général par rapport à leurs revenus, s'il n'y a pas de financement distribué surtout en priorité pour les communes où les familles sont moins aisées, bien sûr ces communes ne font même pas de demande et des fonds parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ces services qui sont très chers et il y a moins de services où il faudrait. Mais ça existe, cette péréquation, l'ONE va intervenir, donc comment tu... Oui, ça existe des mécanismes de péréquation, mais il faut faire attention parce qu'ils couvrent seulement une partie des coûts, qui, comme j'ai dit, sont quand même des coûts élevés. Et bien sûr, ça n'arrive pas à trouver une balance, et ça explique, c'est ce que tu viens de dire, ça veut dire les communes de Bruxelles qui ont un moyen de familles plus aisées ont aussi plus de places accessibles. Ça veut dire que tu payes par rapport à tes revenus. C'est ça les jeux, malheureusement, qui fait que ça arrive le contraire de ce qu'on devait avoir. Tu as une sorte d'effet Mathieu aussi, c'est-à-dire que l'argent de l'ONE va être d'autant mieux utilisé par les communes les plus riches, malheureusement, qui, pour un euro investi, arrivent à fabriquer beaucoup plus de places puisqu'elles vont être financées par les parents aussi, en plus de ce que la commune peut mettre elle-même. Donc on a un mécanisme amplificatoire. Il y a énormément d'études sur l'effet Mathieu et c'est dérivé du financement en général et aussi parfois des critères d'accès. Parce que, comme tu as dit au début, si on considère ça, malheureusement qu'on considère maintenant un service comme un service plutôt pour favoriser l'emploi, bien sûr, on donne priorité aux parents qui sont employés, mais ce ne sont pas forcément les plus vulnérables. Les plus vulnérables sont ceux qui ont des parents qui n'ont pas des emplois stables ou qui n'ont pas d'emploi du tout. Et bien sûr, ça, c'est aussi une façon qui peut avoir une commune pour attirer des parents qui peuvent payer plus les services parce qu'ils payent par rapport à leurs revenus. Et c'est un mécanisme qui crée vraiment des dysfonctions, qui crée le Mathieu-effet. Et bien sûr, à la place de refermer les inégalités, il les creuse encore plus. Ah oui, donc tu veux même dire que certaines communes pourraient avoir une stratégie qui est d'attirer un public favorisé sur leur territoire communal en offrant un service que d'autres ne peuvent finalement pas vraiment se payer. Et donc on amplifie le... Oui. Je ne veux pas mettre la faute sur les communes. Bien sûr, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de financement et sont des services qui coûtent. Ils doivent trouver la façon de faire que les comptes soient bons à la fin. Il y a un équilibre. L'autre chose qu'ils peuvent faire, mais malheureusement, ça, c'est que par les communes, en général, on voit ça, c'est de réduire la qualité.
Ah oui. Ça, c'est l'autre point. ouais. Et un des problèmes qu'on va avoir à traiter, c'est aussi la qualification du personnel. Parce que déjà, alors on est en plein là, en train de préparer la réforme de la formation initiale des enseignants, et certains disaient, alors pour la maternelle, il faut quand même pas des gens qui ont un master pour enseigner. Enfin, on n'enseigne pas en maternelle, on s'occupe des gosses, on torche les gosses, on les nourrit, etc. Mais ça doit être encore plus dramatique dans ton secteur. Ce type de réflexion, tu l'entends encore plus souvent. Absolument. Alors, le problème, c'est que si on part de la réflexion, du constat que la petite enfance est la période clé pour le développement du parcours éducatif, ben, on doit donner une formation Oui. qui soit à la hauteur. Oui. Et on doit considérer les tâches qui doivent faire les gens qui travaillent avec des enfants extrêmement petits. C'est extrêmement compliqué de créer des capacités à cet âge-là, d'un point de vue du langage, d'un point de vue de la connaissance de, soi-disant, principes mathématiques de base, que dans ce cas, c'est vraiment le petit calcul, etc., mais aussi le développement physique, le développement socio-émotionnel. Quelqu'un qui travaille avec ses enfants doit avoir des compétences très vastes, aussi pour traiter avec les parents, parce que la relation avec les parents est beaucoup plus rapprochée, bien sûr. Et ça a un effet énorme sur le développement éducatif de l'enfant. Parfois, ils font aussi agent de service social, tu vois. Ils sont comme si... Parce qu'ils se trouvent devant des situations familiales des enfants extrêmement complexes. Physiquement, c'est très compliqué aux jurants parce qu'ils doivent avoir des poids toute la journée. Le problème, c'est que tout ça manque de reconnaissance. Cela veut dire on les considère vraiment comme des babysitters, un peu plus structurés sur eux. On ne les paye pas du tout. On pense... au moins, pas du tout, mais bon, on ne les paye pas à l'auteur parce qu'un salaire d'une péricultrice est à 60% max, un peu plus du salaire d'une enseignante du primaire. Ils ont un problème de salarial, de reconnaissance de la lourdeur du travail qu'il fait. La manque de reconnaissance aussi de la nécessité de les former comme il faut pour avoir une approche holistique éducative de l'enfant. Et moi, je trouve que c'est le contraire de ce qu'on dit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de formation, parce que de toute façon, c'est absolument le contraire. Ils ont besoin beaucoup plus de formation, extrêmement plus complexe par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et ça reste très féminisé, des statuts relativement précaires. Donc, on a des problèmes par rapport à ça. Et ça, je trouve que crée aussi des problèmes de stéréotypes de genre, parce que le métier est je dirais à 98%, causé par des femmes, un peu partout. Il y a certains pays un peu moins, mais en général, c'est ça. Bien sûr, question salariale, etc. Bon, moi, je trouve que les parents aussi veut avoir confiance quand il laisse l'enfant. Il demande de la qualité. Il sait très bien qu'il ne peut pas avoir qualité si le personnel n'est pas formé, s'il n'y a pas de la qualité d'un point de vue de, par exemple, aussi le nombre d'enfants par péricultrice ou périculteur. Mais c'est ce qui, par exemple, est en train d'arriver en Flandre. Il y a un mouvement de protestation de parents avec le personnel des crèches qui demande justement plus de qualité, plus d'investissement pour la qualité, la formation, la réduction du nombre des enfants par personnel, etc. C'est un mouvement très intéressant à suivre, je trouve. Ça suppose aussi de s'intéresser maintenant à la formation de ces agents, puisque c'est quelque chose qui est maintenant en train de se mettre en place en communauté française de Belgique, de dire on va mettre en place un bachelier, mais ça veut dire que pour mettre en place un bachelier qui soit de niveau, les questions qu'on vient d'évoquer, les connaissances en matière de recherche sur le développement de l'enfant et pas seulement la puériculture au sens du soin qu'on accorde à l'enfant comme personne physique, tous ces aspects-là vont devoir être documentés. Et ça veut dire que les formateurs vont aussi devoir mettre à jour leurs agendas en quelque sorte pour pouvoir offrir un service de formation à la hauteur du service qu'on attend de ceux qu'ils vont former. Ça, je trouve que c'est une occasion unique. C'est une occasion unique et il ne faut pas la perdre. Ça veut dire qu'il faut que les institutions se mettent en relation avec les experts qui étudient les matières d'un point de vue académique pour que toutes les considérations qu'on vient de faire soient intégrées et ne pas avoir une simple formation de soins. Comme tu as dit, ça veut dire le bien-être de l'enfant, l'hygiène, la santé, bien sûr, mais avoir une éducation, par exemple, à projet, créer des projets éducatifs pour les enfants, des milieux d'accueil aussi d'un point infrastructurel qui soient adaptés pour tout cela.
c'est une occasion unique. Mhm. Il faut absolument l'exploiter, mais attention, parce qu'on retourne au discours qu'on a fait avant. Ouais. Bien sûr, on peut les former, peut-être on lui fait faire un parcours de formation, etc. Mais si après, le salaire n'est pas conséquent, c'est fort possible qu'ils vont aller ailleurs. C'est ce qui se passe malheureusement dans certains pays qui ont fait ce choix. L'Italie, par exemple, a choisi de créer une règle, une loi. Ils ont mis une loi en place que tout ce qui travaille dans des crèches doit avoir une formation universitaire spécifique. Ben, c'est là créer des expectatives. Des gens qui sont inscrits pour travailler là-bas et puis se sont retrouvés avec des salaires extrêmement limités. Ben, ils ont essayé de se bouger à la maternelle, à la primaire, et ça arrive un peu partout. Alors, on doit faire bien attention aussi à... Ça, c'est le training, l'entraînement et le software. Oui, c'est Il sûr, faut aussi c'est comprendre sûr, le hardware, que c'est tout ce qui est Ouais. autour, les salaires, les standards de qualité en général, l'accessibilité, etc. Ça, Donc c'est il faut fondamental. une formation exigeante, Ouais. sans doute un bachelier, exigeant avec des contenus, des apprentissages, et la contrepartie qui est une réflexion sur le salaire Je dirais le système en général. en général. Ça veut dire qu'il faudrait une bonne réflexion au niveau de la communauté francophone et c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces milieux. On veut les transformer. Bien sûr, c'est une réflexion à long terme. On ne va pas faire ça en 6 mois. Non. C'est comme pour l'éducation de base, on a pris du temps. Mais qu'est-ce qu'on veut de ces milieux? On veut les transformer en des services éducatifs, qui fait partie de l'éducation nationale, de l'État-providence, comment on se dit, le faire devenir, c'est ce qui a été l'éducation de base après la Deuxième Guerre mondiale, non? Qui a justement donné la possibilité aux masses de s'éduquer pour le travail, mais aussi pour l'émancipation. On veut donner ce rôle, bien, c'est une réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? On doit les rendre accessibles, on doit avoir des standards de qualité, on doit former, on doit reconnaître les gens qui travaillent d'un point de vue salarial, etc. C'est un système qu'on doit créer. Voilà, c'est une réflexion systémique qu'on doit mettre en place. Avec la difficulté, puisque c'est aussi très local, de trouver les experts qui peuvent t'accompagner dans une commune, dans une municipalité, par exemple comme la nôtre à Mons, accompagner ce mouvement. Et c'est aussi peut-être ce qui fera la différence entre les villes. C'est les villes qui arriveront à embarquer cela, c'est-à-dire à avoir une offre qui fait la différence au niveau de la petite enfance, certainement. Donc ça, c'est aussi un appel pour ceux qui nous entendent et qui ont une responsabilité municipale de penser cette intégration de la petite enfance. L'idée, c'est que, moi, je peux aussi suggérer certaines communes plus petites, ils peuvent se mettre ensemble pour essayer de trouver des ressources ensemble, etc. Mais ce serait important, bien sûr, si on entame une politique de ce genre, de créer, bien sûr, cette expertise au sein des administrations. Cela veut dire la commune qui me demande de l'aide pour développer mon système a la possibilité d'avoir de l'aide. Moi, je dis aussi, alors regardez ce qui passe de l'autre côté, parce qu'il y a des expériences d'excellence et qualité, comme par exemple ce qui a été fait à l'Université des Gants, qui est vraiment un moteur puissant d'excellence et de soutien aux politiques publiques. Par exemple, les experts de l'Université des Gants sont appelés couramment par les diverses communes, mais aussi par exemple par la ville de Bruxelles, côté flamand, pour développer les services, etc., faire des recherches sur ce qui se passe. C'est le partenariat entre académie, secteur public qui crée cette expertise qui après peut être canalisée vers ce qu'ils ont besoin de cette expertise, justement. Eh bien, en tout cas, merci Christian, parce que là, je crois que tu dresses vraiment un plan d'action, un plan de bataille, et certainement que nous, ce que tu viens de nous dire là, pour notre université et pour le service que je dirige, c'est certainement des points importants auxquels on va s'atteler pour les années à venir. En effet, il y a du boulot. Merci. Il faut le faire. Merci beaucoup. Christian, merci beaucoup. Merci. Merci.